Aujourd'hui, plus en plus de femmes pratiquent les sports de montagne et c'est heureux. Pourtant, si l'alpinisme a pu pendant longtemps être vu comme un sport plutôt masculin et fermé sur lui-même, certaines femmes n'ont pas attendu les dernières décennies pour affronter les sommets. De Marie Paradis au début du 19e siècle jusqu'à Catherine Destivelle ou Chantal Mauduit, nombre de femmes ont par leur détermination, leur soif d'aventure et leur talent pour la montagne posé les jalons d'un alpinisme féminin, à une époque où leur présence dans un milieu risqué et dangereux n'était pas forcément très acceptée. Voici le parcours de ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'alpinisme. Marie Paradis est la première femme sur la cime du Mont Blanc. Dès 1808, lorsque Jacques Balmat, le premier vainqueur du sommet légendaire, décide d'emmener 6 guides gravir la montagne, une jeune servante d'auberge insiste et intègre le groupe. Ainsi débute l'histoire des femmes en haute montagne. C'est seulement 30 ans plus tard qu'une autre femme va tenter l'aventure, Henriette d'Angeville. À l'inverse de Marie Paradis, elle vient de la haute société et s'attache une caravane importante de guides et de porteurs. En ce mois de septembre 1838, elle parvient aussi au sommet. Toutefois, on se cantonne encore à la voie normale du Mont Blanc, c'est la norme à cette époque. Mais cela ne va pas tarder à changer. Lorsque les Britanniques débarquent au milieu du 19e siècle pour gravir tous les plus grands sommets des Alpes, les ladies d'outre-Manche vont leur emboîter le pas très rapidement. L'un des grands noms de la conquête des Alpes, Horace Walker, vient d'ailleurs régulièrement en montagne avec sa grande sœur Lucy. Lucy Walker, un nom qui restera gravé par la première féminine du Cervin, réalisée au mois de juillet 1871, soit seulement 6 ans après la première d'Edward Whymper. Le drame qui s'était joué à la descente de cette première avait profondément marqué les esprits et renforcé l'aura inquiétante de la montagne. La réussite de Lucy est d'autant plus retentissante. Un peu plus tard, c'est sa compatriote Kate Richardson qui se fera remarquer par son impressionnante liste de courses et de premières féminines, réalisée au pas de course avec par exemple en 1882 près de 8 sommets de 4000 mètres en moins de 25 jours. Accompagnée par le légendaire guide de Courmayeur Émile Ray, Kate enchaîne les sommets et réalise notamment la toute première traversée de l'aiguille de Bionnassay, tout genre confondu. Après les Walker, c'est une autre histoire de famille qui va emmener Margaret Meta Brevoort en montagne. Née à New York, ce n'est autre que la tante de William Coolidge et c'est elle qui l'initie à l'alpinisme. Ils laisseront ensemble une marque indélébile dans le massif des Écrins, avec les premières du pic central de la Meije, du Râteau ou de la Grande Ruine. Margaret fera aussi un bon nombre de premières féminines et hivernales dans les Alpes suisses avec la Jungfrau et le Wetterhorn pour ne citer qu'eux. Mais dans cette deuxième moitié du 19e siècle, la femme qui va peut-être le plus symboliser la femme alpiniste qui s'affranchit du cadre de la société, c'est Isabella Stratton. Originaire de la région de Bristol, elle hérite de la fortune familiale à la vingtaine et devient financièrement indépendante. Elle commence ainsi à voyager dans les Pyrénées et dans les Alpes avec sa cousine Emmeline Lloyd. En 1871, ayant réservé les services des guides de Chamonix Joseph Simon et Jean Estéril Charlet, les deux femmes gravissent l'aiguille du Moine, encore vierge de toute ascension. En 1876, Isabella Stratton inscrit de nouveau son nom dans la grande histoire de l'alpinisme, avec la toute première ascension hivernale du Mont Blanc. Toujours en compagnie d'un certain Jean Estéril Charlet, qui deviendra son mari seulement quelques mois plus tard. Depuis qu'ils ont commencé à partager leurs ascensions, une relation est née entre le guide de Chamonix et Lady Stratton. Et leur union symbolise un attachement profond d'Isabella à la montagne et à la vallée de Chamonix. Ils adopteront d'ailleurs tous deux leurs noms respectifs pour devenir le couple Charlet-Stratton. Dans ses mémoires, le grand alpiniste britannique Alfred Mummery laisse la rédaction d'un chapitre entier à sa femme Marie. Elle pointe les difficultés rencontrées à l'époque par les femmes et la persistance de certains préjugés. Par exemple, on considère les courses de neige comme traditionnellement plus faciles et donc destinées aux femmes. Mais Marie Mummery répond que c'est plutôt dans les escalades techniques et difficiles que les capacités féminines sont les mieux adaptées. Pourtant, dans son récit de la première qu'elle fit de l'arête du diable au Tachorn avec son mari en 1887,
elle souligne l'ouverture d'esprit assez inattendue de son guide suisse Alexander Burgener. Montagnard légendaire, Burgener n'en est pas moins un homme de son époque, dont on pourrait attendre un certain scepticisme quant aux femmes pratiquant l'alpinisme. Mais à la surprise de Marie, il la considère en réalité tout à fait capable d'entreprendre l'ascension de cette arête, très difficile et jamais parcourue auparavant. Ces dames anglaises, qui posèrent les premiers jalons d'un alpinisme féminin décomplexé, auront à cœur de créer leur propre structure pour partager leurs expériences en montagne, et 50 ans après la création de l'Alpine Club, son homologue féminin voit le jour, le Ladies Alpine Club. En France, il n'avait pas fallu attendre aussi longtemps. Dès 1874 et la création du Club alpin français, les femmes y furent les bienvenues. Rapidement, des figures féminines françaises émergent à la Belle Époque. Alice Damem était parisienne et a débuté l'alpinisme juste avant la Première Guerre mondiale. Ce sera parmi les premières françaises à passer en tête dans la plupart de ses ascensions. Elle rencontre l'américaine Miriam O'Brien, pionnière de l'alpinisme féminin sans guide. Elles feront ensemble 2 ascensions très remarquées, la traversée du Grépon et le Cervin, dans une cordée 100% féminine, chose encore rare à l'époque. Micheline Morin, amie d'Alice avec qui elle fit la première traversée de la Meije, écrit un livre avant-gardiste pour l'alpinisme féminin, En cordée, paru en 1936 et célèbre les réalisations de celles qui désormais se passent de guide ou de compagnon de cordée pour aller en montagne. Avançons un petit peu dans le temps. Dans les années 30, l'alpinisme prend de l'ampleur, notamment dans les pays alpins, comme la France, la Suisse et l'Italie. Louise Boulaz, dite Loulou, est une alpiniste suisse emblématique de ce moment charnière. Née en 1908, elle se distingue dès le début des années 30 avec la première féminine de la face sud-ouest de la Dent du Géant. Puis manque de peu, à quelques heures près, de s'offrir la toute première ascension toujours confondue de la face nord des Grandes Jorasses, en compagnie de Raymond Lambert. Une ascension convoitée depuis plusieurs années par les meilleurs guides de l'époque. En 1937, la face nord de l'Eiger est donc la dernière grande face nord des Alpes encore invaincue. Et elle a déjà réclamé les vies de bon nombre d'alpinistes chevronnés. Sans complexe, Louise s'y frotte pour tenter de rentrer un peu plus dans la légende de l'alpinisme. Et si elle ne réussit pas, l'audace ne manque pas de faire parler. Elle combine d'ailleurs ses ascensions de très grand niveau avec une brillante carrière de skieuse dans l'équipe nationale suisse entre 1936 et 1937. Après-guerre, elle continue d'imprimer sa marque dans les Alpes. En 1952, par exemple, elle gravit l'Éperon Walker en face nord des Grandes Jorasses, encore une première féminine. Et en 1960, à 52 ans, elle est la première femme à gravir la mythique face nord de la Cima Grande di Lavaredo, tout simplement légendaire. Les femmes de cette époque sont donc dans un état d'esprit totalement différent. Pas de limite à l'ambition. Les projets envisagés sont les mêmes que ceux des hommes, et le fait de faire des premières seulement féminines n'est plus tellement à l'ordre du jour. Les faces nord dangereuses, comme les expéditions lointaines au Népal ou dans les Andes, deviennent leur terrain de jeu. Au début des années 1950, Georges Livanos incarne en France l'escalade dolomitique et la fièvre du Sestogrado. Sa femme, Sonia Livanos, l'accompagne régulièrement dans ses ascensions d'entraînement sur les falaises des Calanques de Marseille. Puis dans les grands groupes dolomitiques des Trecime ou de la Civetta. Loin de la reléguer au camp de base ou aux tâches de support à l'expédition, Georges voit dans Sonia une grimpeuse talentueuse, dont l'agilité complète parfaitement sa propre force physique. En 1951, dans la Torre Valgrande, Sonia devient la première femme à parcourir une voie de 6e degré supérieure dans les Dolomites, alors considérée comme le niveau ultime en escalade rocheuse. Une série de voies de grande difficulté, année après année, qui fera du couple Livanos le plus sestogrado au monde. Sonia Livanos deviendra d'ailleurs un membre du groupe de haute montagne dès 1947. En 1919, à la création de l'institution, c'est Alice Damem qui avait ouvert la voie en intégrant de plein droit l'élite de l'alpinisme français. La décennie 1950-1960 est une période de très forte émulation pour l'alpinisme mondial. L'expédition française de 1950 à l'Annapurna a prouvé qu'il était possible de gravir un 8000. Dès lors, toutes les nations veulent accrocher leur sommet himalayen. Une véritable course à la haute altitude est alors déclarée. En octobre 1954, 2 cordées ont mis dans leur viseur le Cho Oyu, 6e plus haut sommet du monde et encore vierge. L'une est autrichienne, l'autre est composée de Raymond Lambert. Vous vous souvenez, le compagnon de cordée de Louise Boulaz aux Grandes Jorasses.
Il est accompagné de Claude Cogan, une Française, parmi les alpinistes les plus en vue de l'époque. Claude a déjà réalisé une liste de courses impressionnante dans le massif du Mont Blanc et a également exploré la cordillère des Andes, faisant notamment la première féminine du Kitararo et même la première ascension tout court du Nung Kun dans l'Himalaya en 1952. C'est cette même année que disparaît de façon précoce son mari Georges Cogan. C'est avec lui qu'elle grimpait le plus souvent en réversible. Dans une lettre adressée au dirigeant de l'alpinisme français Lucien Devy, celui-ci insiste sur les qualités montagnardes de Claude, précisant que c'est souvent elle qui franchit les passages les plus difficiles en tête. Au Cho-Oyu, Lambert et Cogan échouent à 7700 mètres lors d'une première tentative, faisant de Claude la femme la plus haute du monde à cette époque. Ils auraient même pu finalement vaincre le Cho-Oyu quelques jours plus tard si les Autrichiens avaient accepté de faire cordée commune. Finalement, Herbert Tichy et Joseph Schochler parviennent au sommet seuls avec leur porteur le 19 octobre. Mais Claude Cogan n'en a pas fini avec cette montagne. Elle remet sur pied une expédition vers le Cho-Oyu en 1959. Pourtant, cette fois-ci, il s'agit d'une petite révolution. L'équipe sera 100% féminine, composée des plus illustres alpinistes de l'époque. Jeanne Franco, Louise Boulaz, Claudine van der Strassen, entre autres, mais aussi 3 femmes népalaises, qui n'étaient nul autre que les filles et la nièce de Tenzing Norgay. Bien que le projet reçoive un soutien matériel et financier, cela n'est pas comparable avec ce dont bénéficient les expéditions nationales traditionnelles. Et certains hauts représentants de l'alpinisme sont sceptiques, voire méprisants. Après 1 mois et demi de marche, d'approche et d'acclimatation, Claude Cogan est en route pour le camp 4, soutenu par sa collègue van der Strassen. Malheureusement, une avalanche engloutit le camp et les corps des 2 alpinistes ne seront jamais retrouvés. Jeanne Franco témoigne. Eh bien, je me suis rendu compte que c'était vraiment définitivement fini. Après le 2 octobre, nous avons gardé pendant quelques jours l'espoir que nos camarades n'étaient peut-être pas morts au camp 4. Et à partir du 5, nous sommes bien rendus compte que c'était la fin. Mais là, ce jour-là, nous quittions le camp de base et nous redescendions dans la vallée. Et nous savions que nous laissions nos 2 camarades définitivement sur les pentes du Cho-Oyu. Je n'ai pas appris personnellement la mort de Claude Cogan puisqu'elles ont été portées disparues. Nous l'avons supposé cette mort pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et puis nous avons été sûrs qu'elles étaient vraiment disparues lorsque le 11 octobre nous sommes montés avec Dorothée et moi au camp 4 et n'avons rien trouvé qu'un amas de neige qui couvrait tout. Nous n'avons jamais regretté et je suis sûre que nous n'aurions pas eu ce moment de malchance qui a été la journée du 2 octobre. Le Cho-Oyu se faisait par la cordée de Claude et Claudine, peut-être même par une deuxième cordée. Le Cho-Oyu était une montagne qui était à notre force. Claude et Claudine étaient très fortes. Notre expédition était très bien organisée et quoi qu'on ait pu dire, je crois que le Cho-Oyu était une montagne qui était à notre portée. En réponse aux critiques qui pleuvent après le drame, des alpinistes de premier plan comme Lionel Terry ou Jean Franco, le mari de Jeanne, prendront la défense de l'expédition et de la qualité technique de ces femmes. Quand s'amorcent les années 1960 et 1970, le niveau féminin va encore monter et on va voir apparaître de nouvelles alpinistes de très haut niveau. Simone Badier représente peut-être le mieux cette fulgurante augmentation du niveau global. Née en 1936 et formée à l'école parisienne sur les rochers de Fontainebleau et les falaises du Saussois, elle s'impose à partir du milieu des années 60 comme une grimpeuse hors pair. Répétant les voies rocheuses les plus exigeantes des Dolomites et des Alpes occidentales, comme le dièdre Philippe Flamme, la face sud de l'Aiguille du Fou ou la directe de la face ouest des Drus. Elle s'en ira même gravir le mythique Nose à El Capitan en 1976. Du côté de la très haute altitude, c'est en 1975 que la japonaise Junko Tabei devient la première femme au sommet d'un 8000. Et du même coup, la première femme sur le toit du monde, puisque c'est l'Everest que l'alpiniste a choisi de gravir. Presque 10 ans s'écouleront avant qu'un autre 8000 ne soit atteint par une femme. En 1984, la Française Liliane Barrard est au sommet du Nanga Parbat, tandis que 2 Tchèques font enfin la première du Cho-Oyu. Et le milieu des années 80, c'est aussi le moment choisi par la Polonaise Wanda Rutkiewicz pour commencer son impressionnante liste de courses. Dans la pure tradition polonaise des faces nord et de la haute altitude, elle s'échauffe dans les années 70 avec la première du Gasherbrum 3, plus haut sommet encore invaincu à l'époque. En 1986, elle est la première femme au sommet du K2, puis continue d'enchaîner les 8000 jusqu'à 2 exploits majeurs en 1991. Elle gravit le Cho-Oyu en solo,
puis l'Annapurna toujours en solitaire, mais en plus par sa terrible face sud. Wanda meurt probablement sur les pentes du Kanchenjunga en 1992. Chantal Mauduit était l'une des représentantes de l'himalayisme d'élite français dans les années 1990, aux côtés de Pierre Béguin, Jean-Christophe Lafaille ou Benoît Chamou. Puriste, elle ne grimpe les 8000 qu'en style alpin, sans oxygène artificiel. Après avoir fait la deuxième féminine du K2 en 1992, elle s'illustre particulièrement sur le Lhotse en 1996, dont elle fait la première féminine, qui plus est en solitaire. Elle disparaît tragiquement en mai 1998 sur le Dhaulagiri. Mais pendant ce temps, sur le vieux continent, c'est une génération empreinte par le développement de l'escalade libre qui va repousser encore une fois les limites. Catherine Destivelle, vainqueur des premières compétitions d'escalade au milieu des années 80, est aussi dans le très haut niveau en montagne. C'est l'ère des enchaînements de vitesse et du solo. Destivelle est un nom notamment associé à la face ouest des Drues, qu'elle gravira en 11 jours, seule, ouvrant une nouvelle voie d'ampleur. Mais aussi à la face nord de l'Aiger, qu'elle gravira en solitaire et en hiver, dans ce qui est peut-être l'un des plus grands exploits de l'alpinisme féminin en Europe. Les femmes alpinistes eurent finalement souvent en compagnon de cordée leur conjoint. Un alpinisme de couple qui renforçait les liens et l'admiration réciproque. Mais on peut aussi prendre l'exemple de Raymond Lambert, qui a souvent partagé sa corde avec Louise Boulaz ou Claude Cogan sans relation amoureuse sous-jacente. Il était simplement convaincu par la qualité technique et la fiabilité de ses compagnes en montagne, ce qui ne les empêchait pas de prendre souvent la tête et même d'organiser des expéditions 100% féminines, alors même qu'elles n'avaient pas le droit de vote en France. La montagne a ainsi permis de révéler la force de caractère et la persévérance de ces femmes, qui durent passer outre bon nombre de remarques méprisantes et désobligeantes afin de prouver leur qualité d'alpiniste. Je n'ai pas pu aborder l'intégralité de l'alpinisme féminin, bien entendu, mais ça m'a donné plein d'idées pour faire des portraits et des vidéos plus ciblées à l'avenir. Si vous souhaitez quand même en apprendre davantage sur ce sujet, je vous conseille ce livre de Stéphanie et Blaise Alresti, paru récemment. Je remercie d'ailleurs les éditions Glénat pour leur soutien à la réalisation de cette vidéo. Qu'est-ce que 12 femmes pouvaient aller chercher aussi haut et aussi loin de chez elles? C'est une question très embarrassante. Toutes ces femmes étaient alpinistes. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'alpinisme, et comme l'alpinisme prend aussi bien les hommes que les femmes, c'est une vraie passion. Lorsqu'on a découvert les Alpes, et lorsqu'on a entendu parler autour de soi d'himalayisme, comme c'est le cas pour beaucoup de nous qui étions dans cette expédition, on est très tentés de connaître ces sommets de 8000. C'est une hantise, il faut qu'on les connaisse. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à la chaîne, partagez et laissez un commentaire, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.